Et si on s'était trompé sur le cancer depuis le début? Et si, au fond, ce n'était pas la maladie génétique hyper complexe qu'on nous décrit, mais quelque chose de bien plus simple? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une vision radicalement différente de la maladie, en s'appuyant sur les travaux du docteur Laurent Schwartz. D'ailleurs, si ce genre d'analyse en profondeur vous intéresse, sachez que c'est exactement ce qu'on explore chaque semaine dans la newsletter Corps Centenaire. On y parle vitalité, longévité et stratégie de santé basée sur la science. Le lien pour s'inscrire est juste en dessous, dans la description. Allez, on attaque. Voilà, ça commence fort, hein. Ces quelques mots, dès le début du livre, plantent le décor. En gros, ça nous dit « oubliez tout ce que vous croyez savoir ». Malgré des décennies de recherche, on est peut-être passé complètement à côté de l'essentiel. C'est une invitation à remettre en question nos certitudes. Alors, le livre commence par un constat. Et attention, c'est un constat assez brutal sur la guerre qu'on mène contre le cancer. Depuis près de 80 ans, la stratégie, au fond, n'a pas vraiment changé. Il faut tuer la cellule cancéreuse, par tous les moyens possibles. Regardez un peu cette chronologie, c'est quand même fou. La chimiothérapie, notre arme principale, elle est née des recherches sur les gaz de combat après la Seconde Guerre mondiale. Oui, vous avez bien entendu. Et des médicaments comme le 5-FU ou la doxorubicine, qui sont encore des piliers pour des cancers très courants, datent des années 50 et 70. On se bat encore avec les armes d'hier, c'est un peu ça l'idée. La grande question, c'est est-ce que ça marche? Avec tous ces milliards investis, toute cette recherche, le résultat est-il là? Eh bien, le livre nous met des chiffres sous le nez qui, franchement, font réfléchir. Pour beaucoup des cancers les plus fréquents, comme la prostate ou le sein, les taux de mortalité n'ont quasiment pas bougé en 60 ans. Pour le mélanome, c'est même pire, ils ont augmenté. C'est un constat qui dérange. La conclusion du livre est donc sans appel. Pour la plupart des cancers avancés, on est dans une impasse. L'approche qui consiste à vouloir tuer à tout prix, semble avoir atteint ses limites. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ce constat résonne avec une expérience ou une réflexion? N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Bon, le constat est dur. Mais si la solution n'était pas dans une future innovation, mais dans le passé, le livre nous propose de revenir sur les pas d'un lauréat du prix Nobel des années 20, dont la découverte capitale a été quasiment effacée des manuels de médecine. Il s'agit d'Otto Warburg, un biochimiste allemand, un vrai génie, une des plus grandes figures scientifiques du XXe siècle. Et dans les années 20, il a fait une observation tellement simple qu'elle en est révolutionnaire. Il a remarqué que les cellules cancéreuses respirent différemment des cellules saines. C'est ça, le fameux effet Warburg. Alors, regardez bien cette diapo parce qu'elle est cruciale, c'est le cœur du réacteur. Une cellule saine, c'est un moteur super efficace. Elle prend de l'oxygène, elle brûle du sucre et hop, elle produit 36 unités d'énergie, propre et rentable. La cellule cancéreuse, elle, c'est un moteur complètement détraqué. Même s'il y a plein d'oxygène autour, elle s'en fiche. Elle choisit de fermenter le sucre. C'est un processus archaïque, très peu efficace, qui lui donne seulement 2 petites unités d'énergie et en plus, ça produit un déchet toxique, l'acide lactique. Et la conséquence, elle est logique et elle est énorme. Pour compenser ce rendement énergétique catastrophique, la cellule cancéreuse doit devenir une goinfre, une véritable boulimique de sucre. Elle doit en consommer 15 à 20 fois plus qu'une cellule normale, juste pour survivre. C'est cette addiction au sucre qui est au cœur de la thèse du livre, une piste métabolique qui était totalement ignorée au profit de la génétique pendant des décennies. Et c'est là que tout peut basculer. Parce que si on part de cet effet Warburg, c'est toute notre vision du cancer qui change. Le livre propose de ne plus le voir comme un problème de gènes, mais bien comme une maladie du métabolisme. C'est là que l'idée devient vraiment puissante. Le livre avance que toutes les caractéristiques du cancer qu'on connaît bien, sa croissance folle, sa capacité à envahir les tissus, à créer des métastases, à se cacher du système immunitaire, eh bien tout ça, ce ne serait pas des problèmes séparés. Ce serait juste des conséquences directes de ce seul et unique dysfonctionnement du métabolisme. Et ça voudrait dire quoi? Qu'il y a les milliers de causes de cancer qu'on connaît, les virus, les produits chimiques, les radiations, l'inflammation chronique, agiraient toutes, au final, de la même manière. Elles finiraient toutes par casser la respiration de la cellule et la forcer à basculer dans ce mode de fermentation. Une seule et même cause première pour toutes les formes de cancer. C'est un changement de perspective total. Le point crucial, il est donc là. Au lieu de voir le cancer comme des milliers de maladies génétiques différentes, chacune exigeant un traitement sur mesure hyper coûteux, on pourrait le considérer comme une seule maladie métabolique, avec une faiblesse unique et universelle, sa dépendance au sucre. Pour illustrer cette théorie, le livre partage plusieurs histoires humaines très fortes. Alors attention, ce ne sont pas des essais cliniques, mais ce sont des cas tellement troublants qu'ils marquent les esprits et ouvrent le champ des possibles. Prenez l'histoire d'Isabelle. Elle a un sarcome, un cancer très agressif. Après plusieurs chimios, la maladie progresse et atteint le cerveau.
Le pronostic des médecins est terrible, sans appel, quelques semaines à vivre. Face à cette impasse, avec son mari, elle décide de tenter une approche basée sur le métabolisme. Et le résultat, rapporté dans le livre, est juste stupéfiant. 4 ans plus tard, Isabelle va bien, elle a repris le travail. Pour les médecins, c'est l'incompréhension totale. Une méningite cancéreuse comme la sienne ne régresse jamais spontanément, jamais. C'est ce qui rend cette histoire si renversante. Et ce n'est pas un cas isolé. Le livre mentionne Brigitte, atteinte d'un mélanome en phase terminale, qui entre en rémission confirmée par les images. Ou encore Anis, un médecin tunisien avec un glioblastome, une des pires tumeurs cérébrales, et dont l'état s'améliore de façon spectaculaire en quelques mois. Ces récits, même s'ils sont personnels, suggèrent que quelque chose de puissant est peut-être à l'œuvre. Alors, en quoi consiste cette fameuse approche métabolique décrite dans le livre? Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'une stratégie avec plusieurs facettes qui visent toutes à exploiter la faiblesse fondamentale du cancer. Le livre expose une stratégie qui repose sur 4 piliers. Le premier, c'est de tenter de réparer les centrales énergétiques de la cellule pour qu'elle se remette à utiliser l'oxygène. Le deuxième, logique, c'est d'affamer la tumeur en la privant de son carburant numéro 1, le sucre, via le jeûne ou des régimes très pauvres en glucides. Et enfin, les 2 derniers piliers utilisent des molécules spécifiques, souvent des substances anciennes et peu coûteuses, qui agiraient ensemble pour forcer la cellule à corriger son métabolisme. La philosophie est donc radicalement différente. L'objectif n'est plus de bombarder le corps avec des poisons pour tuer les cellules cancéreuses, au risque de tout détruire sur son passage. Le but est de rétablir un fonctionnement normal, de rééduquer la cellule malade pour qu'elle retrouve sa santé métabolique. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui plane sur tout le livre. Si la cause première du cancer est connue depuis un siècle, et si une approche simple et non toxique montre un tel potentiel, pourquoi est-ce qu'on est passé à côté pendant si longtemps? C'est une question qui dépasse largement la science et qui nous laisse avec une profonde matière à réflexion.